Je vivais aux États-Unis de manière illégale, j'avais pas de visa. Enfin, j'avais un visa touriste qui était expiré depuis plus de 10 ans. Et, euh, et j'ai entendu parler d'un projet à El Paso, un projet de fresque murale. Et puis j'étais en contact avec le gars, il m'a invité à peindre une grosse fresque, hein. Je crois qu'elle fait 30 mètres de long sur 8 mètres de haut. Et quand j'ai voulu repartir sur New York, c'était impossible parce que El Paso c'est une ville frontière et à la frontière il y a l'immigration. Ils m'ont attrapé, ils m'ont mis en prison et ils m'ont ramené en France. Et c'est lorsque j'étais en prison à El Paso là-bas que j'ai décidé de faire ce show. Il fallait que je fasse une toile sur les donuts. Parce que bon, déjà je trouve l'objet en lui-même beau. Je trouve qu'un donut c'est intéressant, par les couleurs, la brillance, enfin. Et puis c'est quelque chose que j'ai souvent incorporé dans mon travail, parce que mon travail est fourni de plusieurs images que j'essaie d'embriquer, mettre les unes au-dessus des autres. Et il y a souvent des donuts. Mais lorsque j'ai décidé de faire ce show des portraits, j'ai fait, je vais faire une toile sur les donuts. Car c'est mon tout premier breakfast aux États-Unis, ça a été des donuts. J'arrive à JFK New York un lundi soir. Un chef de cuisine vient me chercher, qui m'a embauché depuis la France. Il vient me chercher, il me fait faire le tour de Manhattan. On va manger dans un restaurant à Manhattan chez un ami à lui, un restaurant français, le Méli-Mélo. Et ensuite, on rentre sur Long Island. J'ai logé chez lui pendant à peu près 2 semaines. Et donc, le matin, on allait en direction le restaurant. Et il s'arrête pour prendre de l'essence dans une station-service. Et il y avait un display avec des donuts. En 2005, il n'y avait pas de donuts en France. Ça n'existait pas. J'en avais jamais vu. À part les donuts fourrés au chocolat, mais pas des donuts avec le nappage, tout ça. À part dans les Simpsons, la série télévisée des Simpsons, où le père Homer mange tout le temps des donuts. Et donc je me trouve en face des donuts pour la première fois, et je dis « Ah, donuts !» Et le gars, il me dit, qui s'appelait Jean-Claude, il me dit tu veux un donut? Je dis « Bah ouais, je veux bien essayer. » Oh mon Dieu,
C'était trop sucré, c'était trop gras, ça n'avait pas de goût, pas de consistance. Enfin, on est à des galaxies, on est à des années-lumière de la viennoiserie française. My Heart is Green, celle-ci, j'aime beaucoup cette toile parce que j'avais aucune idée de quoi elle allait ressembler avant de la finir. My Heart is Green, c'est sur le dollar et c'est vraiment le cœur de la ville. Tout tourne autour du dollar. Je parle de New York parce qu'il y a d'autres villes où on n'a pas ce sentiment. Par exemple, quand on va à Baltimore, c'est extrêmement calme. Même Philadelphie, qui est une grosse ville, c'est extrêmement calme. Il n'y a pas l'agitation de New York, il n'y a pas la densité de personnes dans les magasins. Les gens dépensent moins. Il n'y a pas À New York, il y a absolument à tous les coins de rue, il y a un magasin où ils te vendent, on appelle ça des deli corners, des deli stores, où ils te vendent des sandwichs, des sodas, des chewing-gums, de la grosserie, enfin des produits d'entretien, tout plein de choses. Tout plein de choses. Et ça, il y en a à tous les coins de rue à New York, absolument à tous les coins de rue. Donc c'est une ville qui dépense, c'est une ville qui vit pour l'argent et un des symboles de New York, c'est Wall Street. Et un des symboles de l'économie, c'est Wall Street. Donc quelque part, l'économie mondiale même, c'est New York. Et quand on vit là-bas, je ne sais pas quand on est touriste si on ressent ça, mais quand on y vit, on a vraiment l'impression que tu te réveilles le matin en pensant au dollar, tu te couches le soir en pensant au dollar, tu as l'impression que c'est vraiment la routine de tout le monde à New York, c'est le dollar. Tout tourne autour du dollar, donc c'est le cœur de la ville, c'est My heart is green, the green box, the dollar, the billers, peu importe comment on les appelle, mais on veut des dollars. Voilà. C'est ça New York. Oui, 238, c'est l'adresse, c'est le numéro du restaurant où je travaillais sur Madison Avenue. 238 Madison Avenue. Tous les jours, pendant 5 ans, même mes jours de congé, même quand j'étais en vacances, j'ai passé les commandes pour le restaurant. Même si j'étais à l'autre bout des États-Unis, j'appelais le restaurant pour savoir qu'est-ce qu'il y avait à commander et c'est moi qui appelais les fournisseurs. Et je finissais toujours par donner l'adresse du restaurant où il fallait livrer. Donc je disais 238 Madison Avenue. Donc, voilà. Donc je l'ai appelé 238. Parce que pendant 5 ans, je l'ai dit au téléphone, 238 Madison Avenue. Voilà. Tous les jours. Même quand j'étais en vacances, même quand j'étais en congé. Et des fois, c'était difficile parce que quand tu es en congé, tu fais plein d'autres choses. Tu es en train de peindre des murs, c'est 2h du matin et tu te rappelles, oh, zut, il faut que je passe les commandes. Donc généralement, mon sous-chef, il m'envoyait les commandes sur mon téléphone. Et moi, je faisais les ajustements nécessaires au niveau des quantités et des produits. Oh, MTA, ça veut dire Metropolitan Transportation Authority. C'est la RATP new-yorkaise. Et je l'ai pris le métro tous les jours pendant des années. Donc MTA, ça a été une partie de ma vie aussi. J'aime beaucoup dans le métro new-yorkais, c'est que même si les services la nuit sont très lents, même si on doit l'attendre une demi-heure, il va arriver. Le service n'arrête jamais, il est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chose que je n'avais pas à Paris, lorsque je travaillais à Paris au Lucas Carton ou chez Guy Savoie. Quand on finissait tard, il n'y avait plus de métro et on devait marcher parce que les taxis ne prennent pas. Surtout quand tu es jeune, tu as un sweat à capuche, c'est hors de question de prendre un taxi, il ne s'arrêtera jamais. Et cette toile, je l'ai faite sur une map
enfin une map, une carte, un plan du métro new-yorkais, enfin plusieurs plans du métro new-yorkais que j'ai collé sur la toile. Car la première fois que j'ai demandé un plan de métro à un agent de la MTA qui était derrière sa cabine, et c'est pas une petite carte de rien du tout, hein, c'est une carte qui fait 1 mètre par 80 cm, quelque chose comme ça, quoi. Donc j'étais choqué de la taille et je les trouve super belle cette map en plus, parce qu'on voit bien tout New York, enfin le Bronx, tout. Donc c'est presque un objet en lui-même, cette carte du métro, dû à sa taille. Je ne sais pas si vous êtes, enfin les gens qui sont déjà allés à Londres, les cartes gratuites de Londres, elles sont microscopiques, on n'arrive même pas à lire le nom des stations dessus, c'est incroyable. Après, je compare la carte de Londres à la carte de New York, car les réseaux sont aussi larges, il me semble, à New York qu'à Londres. Il y a 470 stations à New York, et à mon avis, Londres, c'est à peu près pareil. Sauf que c'est la vision européenne et la vision américaine des choses. On fait très très petit, ou alors on fait extrêmement grand. Voilà. Edgetown Highway, ça c'est... En fait, cette toile, ce qui m'a impressionné quand je suis arrivé au Texas, pas non seulement à Houston, parce que Edgetown, ça veut dire Houston, Texas. C'est le petit nom de Houston, c'est Edgetown. Et ce qui m'a impressionné au Texas, c'est la grandeur des autoroutes, enfin tout est extrêmement immense au Texas. Tout est vraiment grand. Quand j'étais à Houston, on a traversé la ville par l'autoroute et il y avait 2 places dans le pick-up. Et on était 3. Donc moi, je suis monté à l'arrière, un peu comme les Mexicains le font. Donc j'étais à l'arrière du pick-up sur l'autoroute avec les bombes qui sautaient à chaque fois que la voiture se tapait une bosse ou quoi, parce qu'on avait des cartons pleins de bombes. Et je voyais ces ponts passer au-dessus de moi. Des ponts, les autoroutes aux États-Unis, ils ont une démesure dans la construction qu'on n'a pas en France, qu'on ne connaît pas en France. Et au Texas, c'est juste ridicule la manière dont ils construisent. Je veux dire, la densité des autoroutes qui se croisent, c'est assez impressionnant. Osamu, c'est le nom d'un chef, un japonais, qui a un restaurant qui s'appelle le Geido. Enfin, Geido, pas le Geido, à New York, à Brooklyn, sur Flatbush Avenue. Et j'allais là-bas manger très très souvent, que des bons souvenirs. Le meilleur restaurant japonais que j'ai trouvé à New York. Je vivais avec une japonaise qui trouve un boulot dans ce restaurant. Et le premier soir, je lui dis alors c'était comment? Elle me dit ouais, c'était super bien, c'est un très très bon restaurant. Je lui dis ok, d'accord. Je lui dis ben ramène-moi-en, je voudrais goûter. Et 2 jours plus tard, elle ramène des sushis et c'était fini. Il y avait plus d'autres japonais, il n'y avait plus que Geido. C'était exceptionnel. Et j'ai fait la manière dont j'ai interprété cette toile, j'ai dessiné des mains en train de préparer les sushis, car quand on a de la chance, c'est qu'il n'y a pas trop de monde, ce qui est très rare chez Geido, parce que c'est tout le temps complet. Parfois, on peut s'asseoir en face de là où travaille Osamu, c'est-à-dire au comptoir, et on le voit travailler les sushis, et c'est un art. Le sushi, c'est quelque chose, c'est une nourriture, mais c'est aussi un objet. On peut le regarder pendant des heures, enfin moi personnellement, la couleur, la texture, le brillant, c'est un objet. Et en fait, lorsqu'on est au comptoir, qu'on regarde Osamu, on voit qu'il prépare ces objets devant vous et qu'il les façonne et qu'il prête les détails à mettre une petite herbe à la baguette dessus, le nappage, c'est juste incroyable. Si j'ai à retourner vivre aux États-Unis et on me dit tu peux pas vivre à New York, j'irai sur Philadelphie.
Philadelphie, j'adore Philadelphie, c'est une très belle ville au niveau de l'architecture, au niveau de l'histoire. C'est une ville où il y a une atmosphère très propre à la ville. C'est-à-dire que chaque ville a son atmosphère et Philadelphie, ils ont une culture, une atmosphère qui est très profonde, où ils ont un petit peu de New York et en même temps ils ont un petit peu du sud où avec comment dire, où ils se laissent un peu vivre, où il ne faut pas aller trop vite, comparant à New York où tout va très très vite. Et Philadelphie, j'ai beaucoup peint à Philadelphie. Je suis allé très très souvent en vacances, car j'ai un très bon ami, un couple d'amis qui habitent là-bas, qui ont une maison là-bas et qui m'accueillaient à chaque fois que je les appelais, je suis à Philadelphie, ok, on déplie le clic-clac, tu dors, tu restes aussi longtemps que tu veux, donc c'était parfait. Et en plus mon pote il peignait, donc on allait peindre des trains ensemble, des voies ferrées ensemble, des fresques la journée, enfin c'était super quoi. C'était des super souvenirs. La nourriture est super bonne à Philadelphie. Ils ont le Philly cheesesteak, qui est un sandwich typique de Philadelphie, absolument incroyable. Voilà, en fait, lorsque j'ai peint cette toile, j'avais aucune idée de comment j'allais l'appeler. Et lorsque j'ai vu à la fin la composition, je me suis dit, oh, ça me rappelle la fresque que j'ai peint à Philadelphie, que j'aime beaucoup. Une des fresques que j'ai peint à Philadelphie, que j'aime beaucoup, qui est une de mes préférées, qui est bleue, orange et blanche. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette toile Phila. Voilà. Et Phila, c'est vraiment une super ville. Oh, Parade. Yeah. Alors, je l'ai appelé Parade parce qu'il y a une espèce d'énorme SpongeBob, comme on voit des ballons dans New York. Pour Thanksgiving, c'est à Thanksgiving la parade. Et il y a aussi un énorme rubber duck entre les bâtiments, Chrysler Building. Les parades, c'est pas des bons souvenirs pour moi. Parce que, non, j'ai vu plusieurs parades. Il y en a une, c'est un très bon souvenir parce que je voulais y aller. C'est lorsque les Yankees, ils ont gagné the World Series. Et il y a ce qu'on appelle, lorsque une équipe de New York gagne, on appelle la parade du Canyon. Parce qu'ils font une parade à Downtown, près de Wall Street, et les bâtiments sont très très serrés les uns aux autres, et c'est pour ça qu'on appelle ça le Canyon. Donc c'est de là que les gens ils lancent des confettis, enfin il y a des tonnes et des tonnes de confettis qui sont livrés pour que ça fasse une pluie de confettis incroyable lorsqu'ils passent en bus avec le trophée et tout ça. Ça, c'était un très bon souvenir, même si c'était trop de monde, impossible de bouger, mais bon, c'est pas grave. Les autres parades, c'était pas des bons souvenirs parce que techniquement, c'est lorsque j'allais au travail. Donc, j'étais dans le métro, j'arrive sur la 34e à Penn Station sur la 8e avenue. 7e avenue, pardon. Et je vais sur Madison, donc je dois traverser la parade. Et là, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. La police ne te laisse pas traverser. Il y a des millions et des millions de personnes. C'est la cohue, tu te bats. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Pour traverser, il te faut, je sais pas, peut-être 20 minutes, quoi. Juste pour traverser la foule et ensuite traverser la parade et encore retraverser la foule. Et si tu te fais attraper par la police, tu as en plus une amende. Enfin, c'est un cauchemar, quoi. À New York, il y a plusieurs ponts et j'aurais pu en peindre un autre, mais j'ai décidé de peindre le Brooklyn Bridge, qui n'est pas mon pont préféré, qui n'est pas le pont que j'ai le plus pris, parce que mon pont préféré, c'est le Manhattan Bridge. Le Manhattan Bridge, pour moi, c'est le plus beau pont de New York. C'est une structure toute en métal, vraiment colossale, avec une espèce de sculpture de boules métalliques en haut des pylônes, magnifique. Non, le Manhattan Bridge, c'est vraiment le plus beau pont de New York. Ensuite, le pont que j'ai le plus pris, c'est le Williamsburg Bridge.
relie Williamsburg, Brooklyn à Lower East Side, Manhattan. Et celui-là, je l'ai pris tous les jours pendant 4 ans en vélo, matin et soir, tous les jours. Et c'est un pont où il y a le subway dessus aussi. Le pont où j'ai les meilleurs souvenirs, c'est le Verrazano Bridge. Le Verrazano Bridge qui est le plus long pont de New York, qui relie Staten Island au sud de Brooklyn. Parce qu'à chaque fois que j'allais à Philadelphie ou au Texas, ou que j'allais souvent en vacances dans le sud, et que je partais en voiture, je passais par le Verrazano Bridge. Mais j'ai décidé de peindre le Brooklyn Bridge parce que Brooklyn Bridge, c'est l'icône de New York. Et en plus, j'habitais à Brooklyn pendant 10 ans. C'est une icône, c'est un très beau pont. C'est le premier pont que j'ai traversé à Brooklyn. La toute première fois que je suis allé à Manhattan, parce que je suis arrivé à Long Island. J'ai travaillé à Long Island pendant une semaine. Ensuite, je suis allé à New York pour mes premiers congés. Et en me baladant, je suis tombé sur le Brooklyn Bridge, je l'ai traversé et c'est magnifique. The Burger. Alors ça, c'est une toile très spéciale. C'est la première toile que j'ai peinte pour ce show. Parce que c'est un mur que j'avais peint à Brooklyn, à Moore Street, et qui m'a demandé beaucoup. En fait, j'avais ce projet de faire un burger avec tout plein d'éléments de mon univers, boombox, pyramide, enfin tout ça, quoi. Et j'avais ce projet en tête depuis un bon moment. Et j'ai cherché 3 murs, parce que je voulais faire un triptyque. Je voulais faire le burger, les frites et le coca, enfin ou la boisson. Et puis j'ai pas pu trouver, j'ai cherché pendant longtemps. Donc du coup, j'ai trouvé 2 murs. Donc je voulais faire le burger d'un côté et de l'autre côté du building, j'ai fait les frites et le coca. C'est un mur que j'ai passé presque 6 mois à l'attendre. Parce qu'il fallait les autorisations, le propriétaire était en Israël la plupart du temps, il fallait lui envoyer la proposition, enfin ça a pris un temps incroyable. Et on arrive au mois de février, fin janvier, et on me dit ok, feu vert, tu peux peindre le mur, vas-y, fais ce que tu as à faire, j'ai passé les commandes et ci et ça, j'ai eu la peinture, mais comme je travaillais dans la restauration, je ne pouvais pas prendre avant le 14 février. Parce que le 14 février, c'est la Saint-Valentin, c'est une des journées les plus busy de l'année. On fait un nombre incroyable de clients. Donc, j'ai dit, ok, le 15 février, j'attaque le mur. Et je l'attendais déjà depuis 6 mois, ce mur. Donc, je ne voulais pas attendre plus longtemps. Mais du 15 février au 1er mars, il y a eu une période de 15 jours où il faisait moins 17 degrés en moyenne. C'est le record enregistré en température à Brooklyn, les plus basses températures du mois de février enregistrées. J'ai vraiment pas eu de chance. Je me suis tapé 3 tempêtes de neige, je me suis tapé des moins 17 degrés, enfin c'est une horreur. J'ai vraiment souffert pour faire ce mur. C'est le plus gros souvenir d'une fresque que j'ai à New York, et d'ailleurs de tout ce que j'ai peint. Non pas au niveau de la taille, parce que j'ai fait plus grand, mais par l'effort que ça m'a demandé. Oh, the water tank. Alors ça, c'est une typicité de l'architecture américaine, de l'architecture des grandes villes nord-américaines. Et spécialement New York. C'est quelque chose qu'on a vu dans les films quand on était petit. C'est quelque chose qu'on connaît, on connaît l'image. On se dit, oh, un château d'eau au-dessus du bâtiment, c'est bizarre. Et dans ma tête, parce que c'est un objet en bois, dans ma tête, je pensais que c'était quelque chose d'obsolète, qui n'existait plus. Mais ça existe encore. Il y a 2 compagnies à New York
qui ont le monopole des water tanks et qui continuent à en construire en permanence. Il y a des nouveaux water tanks. Et si on regarde bien la toile, j'ai fait des water tanks communs, c'est-à-dire avec du bois, mais j'en ai aussi fait un avec métal. Ça, c'est plus les water tanks qu'on trouve dans les usines, dans les zones industrielles. Et ceux-là sont souvent plus obsolètes, hein. Ça c'est vieux quand même. Hein. Mais, et c'est rare d'en voir. Il y en a un à Brooklyn, près de Williamsburg, qui est magnifique. Chaque fois que je passais devant, je le prenais en photo. Parfois, je faisais même des petites séances water tank safari où je partais avec mon appareil photo, mon vélo, et quand je voyais un water tank, je prenais en photo parce que je trouve, allez, je vais le dire en anglais, it's so New York. C'est tellement New York, le water tank. Voilà. Et donc, quand j'ai fait la rétrospective, des choses qui m'ont marqué, moi j'aime beaucoup l'architecture. Donc je prête beaucoup attention à l'architecture. Et les water tanks, c'est quelque chose que j'aimais regarder à New York. Times Square, 42nd Street, la 42e, Broadway. Et ben Times Square, pour ceux qui sont jamais allés à New York, ils ne peuvent pas savoir, parce que ça ne s'explique pas. Pour ceux qui sont allés à New York et qui ont la chance d'avoir vu Times Square, et ben voilà, c'est la folie, jour et nuit. Enfin non, 3-4 heures du matin, enfin plutôt 4-5 heures du matin, c'est presque vide. Il n'y a pas grand monde à Times Square. Mais sinon le reste c'est la folie, quoi. C'est des milliers de personnes dans tous les sens. Pratiquement toutes les lignes de métro se croisent à Times Square. Enfin, c'est juste une folie, quoi. C'est juste une folie. Et Times Square, j'y allais pas souvent, surtout sur la fin. Les premières années où j'étais à New York, à chaque fois que j'allais à Manhattan pendant mon jour de congé ou quoi, j'allais à Times Square. On passait toujours à Times Square. Avec mon ex-femme, on allait souvent manger vers Times Square. Il y a les cinémas, enfin, il y a plein de sorties. On allait à Times Square souvent. Mais une fois que tu vis à New York depuis des années, tu essaies d'éviter Times Square. Parce que c'est trop de monde, c'est trop. Enfin, c'est Times Square, quoi. Et ce qu'il y a à Times Square, qu'on ne se rend pas compte peut-être quand on est touriste, mais quand on vit là-bas, qu'on vit à New York, qu'on passe à Times Square à des heures qui sont complètement. Par exemple, si on passe très tôt le matin, on voit des Spider-Man, et des Elmo, et des. Je ne sais rien, des Batman, Superman, qui sont dans leur tenue et qui enlèvent la tenue et qui prennent un sandwich et qui sont au téléphone et ci et ça. Et donc j'ai voulu représenter ça. J'ai fait Elmo parce que j'aime bien la couleur, j'aime bien le personnage en lui-même. J'ai jamais regardé Sesame Street. Sesame Street, c'est l'émission où il y a Elmo. J'ai jamais regardé ça à la télévision, mais j'aime le personnage en lui-même, plus que Spider-Man, plus que Superman ou tout ça. Elmo, je sais pas, niveau graphique, enfin, à peindre, il est plus intéressant que Spider-Man. Donc j'ai fait un Elmo à Times Square, parce que ça représente bien Times Square. Je l'ai fait anonyme parce que tout le monde est anonyme, c'est-à-dire qu'il n'a pas de visage. J'avais fait un visage et je l'ai effacé. J'ai fait non, Times Square, il n'y a personne à Times Square. Il y a tout le monde et il n'y a personne. Tout le monde est anonyme. Il y a tellement de personnes à Times Square que tout le monde est anonyme. Oh, NYC Street Food, yeah, ben... Parce que déjà, j'en ai mangé plusieurs fois des street food, particulièrement des Mexicains, souvent des tacos. Il y avait un tacos truck à Brooklyn, à côté de là où j'habitais, où j'allais régulièrement, parce que bon, à 2-3 heures du matin, t'as faim, tu vas là-bas, c'est facile.
Et en plus, la nourriture mexicaine est très très bonne. Ice cream truck. Ice cream, moi je mange pas trop de ice cream, enfin de glace. Mais ça fait vraiment partie de la culture américaine. Parce que lorsqu'on est à New York, on entend la musique des camions de glace en permanence. Cette petite musique pour attirer les enfants, et on l'entend tout le temps. T'es dans la rue, t'entends le camion qui arrive, et là tu vois les gamins qui courent, ou qui courent dans deux directions. Soit ils courent en direction du camion, c'est-à-dire qu'ils ont déjà l'argent, soit ils courent en direction de leurs parents pour demander l'argent, et ensuite ils courent en direction du camion. Pendant 2-3 ans, j'ai peint en Five Point, et le Five Point, c'est un spot mythique de graffiti, où étaient garés des street food, des street cars, qu'on trouve dans des food cars, pardon, des food cars qu'on trouve dans les rues. Et donc ce sont ces petites cabines où ils préparent les bagels et tout ça, et il y en avait garés au Five Point peut-être 300 ou 400. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait une toile sur NYC Street Food, parce que ça fait partie des images du quotidien et des souvenirs. The Mission. J'aime beaucoup cette toile. Vraiment, j'aime beaucoup cette toile. Parce que je ne savais pas que j'allais faire ça à la fin. Comme la plupart du temps, d'ailleurs, moi, je n'ai pas un plan précis de ce que je vais faire. Parfois, j'ai une idée, mais j'ai jamais un plan très, très, très précis. Et The Mission, c'est vraiment une toile qui représente le graffiti. Parce que j'ai mis dans le fond des dessous de ponts, des usines abandonnées, des trains, des espaces un peu abandonnés. Parce que bon, bah, c'est nos dimanches. Quand tu fais du graffiti, c'est tes dimanches, c'est ça. Tu sautes des palissades, tu sautes des barrières, et puis tu vas dans les usines abandonnées, tu vas faire une couleur avec tes potes, sous un pont abandonné, d'une voie ferrée, ou peu importe. Et donc j'y passais, quand je dis j'allais à Philadelphie, on passait nos journées dans des usines abandonnées à peindre, voilà, sous des ponts à peindre. Donc j'ai mis le nom de tous mes potes avec qui j'ai peint aux États-Unis dans ces endroits-là. Voilà. C'est ça, et on appelle ça des missions. C'est pour ça que j'ai fait un cosmonaute avec un sweat Adidas pour rappeler un peu le hip-hop, le graffiti, qui a des sprays dans les mains. Parce qu'on est en mission, voilà. On appelle ça les missions, on part en mission, voilà. Et on ne sait jamais sur quoi on va tomber en plus, hein. Comme quand tu pars dans la lune, hein, tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber, hein. Tu peux tomber sur d'autres graffeurs, ça peut bien se passer, ça peut mal se passer. Tu peux tomber sur des junkies qui vont être cool, ou pas. Tu peux tomber sur des clochards. Généralement, les clochards, il n'y a pas de problème, ils sont tranquilles. Des fois, il y a la police. Là, c'est moins drôle. Mais bon, je ne me suis jamais fait attraper aux États-Unis. On s'est fait poursuivre, mais on ne s'est pas fait attraper. C'est toujours des missions, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et puis voilà. Donc, c'est vraiment la mission. Et c'est une toile avec le nom de tous mes potes dessus. C'est l'atmosphère du graffiti. C'est nos jours de congé. Voilà. Z2D-SO. Alors Z2D-SO, c'est Zesso, c'est moi. C'est une toile que j'ai voulu faire au spray. J'ai voulu en présenter deux au spray. Z2D-SO, c'est Zesso, c'est mon nom. C'est ce que je fais, c'est de la lettre. C'est ce que j'aime faire. La recherche de la lettre, la composition des lettres. Donc Z2D-SO, c'est du graffiti. Pur et dur, voilà. La prochaine fois, peut-être je ferai un mur à l'intérieur du show, mais là, pour l'instant, je peux que présenter des toiles avec du spray. Voilà. Z2D-SO, Zesso. Yeah, NYC Last One. Je l'ai appelé comme ça parce que c'est la dernière toile que j'ai peinte à New York.
Et j'ai mis longtemps à la peindre. Il m'a fallu plusieurs mois parce que j'étais beaucoup occupé déjà d'une par le travail. C'est une période, je l'ai peinte pendant l'hiver. C'est une période où on est extrêmement busy au restaurant et puis aussi plein d'autres choses à faire, enfin la vie quoi. Donc j'ai mis longtemps à la peindre, ça a été petit bout par petit bout et j'aime beaucoup cette toile, j'aime beaucoup le contraste. Je trouve qu'elle a de la profondeur et j'aime beaucoup les détails. Et puis il y a plein de souvenirs liés à cette toile parce que j'étais dans une période de ma vie où il s'était passé quelque chose au niveau personnel très puissant. Et donc je suis très attaché à cette toile et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle n'est pas à vendre parce que j'ai l'intention de la garder. C'est un souvenir. Elle n'est pas sur cadre, enfin je ne veux pas la présenter sur un cadre car elle a été enlevée de son cadre pour être pour être roulée et prendre l'avion pour être ramenée en France par un ami à moi qui m'a ramené mes toiles et qui m'a ramené mes affaires. Parce que moi, comme j'étais en prison, j'ai pas pu m'occuper de mes affaires, donc il s'est occupé de mes affaires dans mon appartement à New York. Ouais. C'est la seule qui a été faite à New York. C'est ma dernière toile à New York. Quand je l'ai peinte, je ne savais pas qu'elle serait présentée en France. Je ne savais pas qu'elle serait présentée d'une manière générale. Je ne savais pas qu'elle ferait partie d'un show qui s'appellerait Deported. Lorsque je l'ai peinte, je n'étais pas du tout dans l'option de rentrer en France, d'être déporté. C'était des choses qui étaient à des années-lumière de moi. Hein, parce que bon, j'ai vécu ma vie depuis 10 ans à New York. En plus, lorsque j'étais à New York, je n'ai pratiquement pas peint de toiles. Je ne suis pas un artiste qui peint des toiles. Je me suis mis à peindre des toiles en France. C'était pas ma routine aux États-Unis. Et je ne sais pas pour quelle raison, je me suis mis à peindre une toile. Et puis oui, il se trouve qu'elle m'a suivi en France. Voilà. De force. Pas de gré, mais de force. Et voilà. Et j'espère la garder le plus longtemps possible parce qu'elle représente beaucoup de souvenirs. New York, ça s'explique pas, ça se vit. Hein. Il faut aller là-bas pour comprendre l'énergie de la ville, 24 heures sur 24. T'as faim, il est 4 heures du matin, tu vas manger, il y a des restaurants d'ouverts. Tu veux quelque chose, tu vas l'acheter, il y a des stores d'ouverts. 7 jours sur 7, tu te poses pas la question de savoir si c'est ouvert, si c'est fermé, tu achètes, tu prends ce que tu as à prendre. Les Américains, j'avais une appréhension sur les Américains, je pense, enfin, comme tout Français, on pense qu'on est un peu mieux que tout le monde, on a toujours notre nez en l'air, mais en vrai les Américains sont des gens très gentils, ils ont leur façon de penser, ils ont leur culture, ils sont pas toujours très polis, ils sont pas toujours très éduqués, mais c'est quand même, j'ai beaucoup d'amis aux États-Unis, des très bons amis, et voilà, des amis pour la vie, des gens que je vais garder très très longtemps comme amis. Voilà. New York, c'est une ville très particulière du fait du métissage. Il y a plus de 700 langages qui sont parlés à New York. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est métissé, à quel point c'est mixé. Et New York accepte sa culture d'immigrant. Moi-même, en tant qu'immigrant illégal, je pourrais dire que j'ai jamais été accepté parce que j'ai jamais les papiers, mais c'est pas vrai. Ils acceptent. Quand on est à Chinatown, c'est écrit en chinois. Même dans le métro, quand on est dans le quartier russe, c'est écrit en russe. Quand on est dans le quartier mexicain, c'est écrit en espagnol. Il y a une acceptation de tout le monde, mais voilà quoi. C'est très particulier New York, c'est très particulier. C'est un monde dans un monde.